Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Examen annuel du président américain Joe Biden, âgé de 81 ans. Son médecin assure qu'il est toujours apte à exercer ses fonctions. Il l'a même décrit comme étant un homme en bonne santé, actif et solide. On parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Bonjour. C'est pas rien, mais est-ce qu'on doit toujours tout croire ce qui se retrouve dans ces fameux examens médicaux-là? Dans les circonstances, on peut comprendre que c'est une communication importante pour la Maison-Blanche parce qu'on doute de certaines des fonctions cognitives du président. Oui. D'ailleurs, on a pris la peine de préciser qu'il n'y avait justement eu aucun exercice ou examen cognitif qui avait été fait, puisqu'après tout, la charge présidentielle fait la démonstration tous les jours de ce qui est parfaitement en contrôle. Non, on peut pas dire là-dessus que tout a été vérifié. Sinon que comme spectateur de l'actualité américaine, on peut se dire est-ce qu'il est toujours parfaitement là? Mais je suis profane, je ne suis pas médecin, je suis pas en mesure effectivement d'établir un diagnostic à distance. Ce que je peux te dire, c'est que quand on assiste à ce genre d'exercice, on peut aussi penser à l'avocat qui, au tribunal, quand il interroge un témoin, ne va jamais poser une question avant de connaître la réponse. On ne prend pas de chance. Donc, si on annonce publiquement en début de journée, comme la Maison-Blanche le fait, que le président Biden allait voir son médecin, c'est parce qu'on était certain de ce que serait la réponse. Ils se sont pas exposés à ce que le médecin dise « J'ai vu Joe, et ça va très, très mal. Je pense qu'il devrait être au repos immédiatement et il y a un déclin cognitif accéléré que j'ai constaté depuis notre dernier rendez-vous. Je recommande qu'il soit mis au repos, mais alors là, vraiment, pour longtemps, il n'est pas en mesure de livrer la bataille électorale au cours des prochains mois. Ça ne serait pas arrivé. La question importante et récurrente face à ceux qui nous gouvernent, c'est toujours la zone entre vie privée, la gestion de ces maladies quand on en a, est-ce qu'on se doit d'en informer immédiatement le public? Puis la réponse courte, je pense, c'est oui, parce que si ça doit affecter la performance ou la capacité à répondre aux exigences du métier, évidemment, comme électeur, on est tenu de le savoir, enfin, on devrait être tenu de le savoir. Mais c'est jamais vraiment ce qui se passe. Dans l'histoire plus longue, Roosevelt, à une époque, évidemment, où les conventions entre le pouvoir et les journalistes étaient très différentes. La presse savait qu'il avait la polio. La presse savait qu'il avait de la difficulté à se déplacer. Ça n'a jamais eu d'impact sur ses facultés cognitives, évidemment. Je pense que toutes les neurones étaient bien au rendez-vous, mais c'était pas l'image du président tout-puissant qu'on présentait aux Américains. Et ça a été une forme de déconvenu quand plus tard, plusieurs ont appris qu'il était en fauteuil roulant pour l'essentiel du temps. Donc, on a réussi à masquer les apparences. Plus récemment, Ronald Reagan souffrait-il de la maladie d'Alzheimer dans les dernières années de son mandat? Alors, c'est un espèce de tabou. Son fils l'a en partie levé dans un livre où il disait « Il y a de fortes chances que mon père ait eu la maladie d'Alzheimer avant de quitter la Maison-Blanche, mais il n'en était pas informé. » OK, est-ce que c'était à lui, s'il avait la maladie d'Alzheimer, d'en prendre acte et de prendre les décisions, parce qu'on comprend évidemment que tu échappes certains morceaux. Même en 84, donc au renouvellement de son mandat, le même fils dit, il cherchait ses mots, il y avait par moments, pendant la campagne électorale, des difficultés. Ça a été couvert. Est-ce que son personnel politique le savait? Compte tenu des enjeux, c'est-à-dire quand ton homme, dans les circonstances, est élu, et ça vient évidemment avec des fidélités, avec un programme politique, avec des intérêts puissants derrière. Est-ce que les gens qui sauraient qu'il n'est plus l'homme de la situation auraient le courage aussi de dire ben désolé, il faut qu'il se retire parce qu'il n'est plus en mesure de servir. C'est beaucoup plus simple de jouer les marionnettistes, si c'est comme ça qu'on doit présenter les choses, en tout cas dans le cas où le président est atteint de la maladie d'Alzheimer, que de dire on prend nos pertes puis on essaie de mettre en place ou on met en place quelqu'un d'autre. François Mitterrand, un autre grand mensonge. Pendant 14 ans, en fait, je pense que du début de son premier septennat jusqu'à la toute fin, avec la complicité active de ses médecins, on a menti sur son cancer. Alors certains diront, mais ça n'a pas d'importance puisqu'il était tout là. Il n'y avait pas de raison que cette information soit partagée avec le public. D'abord, c'est pas vrai. Il n'a pas toujours été tout là. Il a été traité, et souvent pour lui douloureusement, a
n'a pas été en mesure d'exercer ses fonctions pendant des périodes très précises où on l'a opéré, où on a travaillé sur lui, où il y a eu des traitements. Puis à la fin de son deuxième septennat, évidemment, il était lucide, c'était un homme hyper intelligent, mais le poids de sa condition a fait en sorte probablement que dans les derniers mois, sinon les dernières années, il ne donnait pas sa pleine mesure, mais il est resté accroché parce que le pouvoir, il le voulait à tout prix. Et très, très récemment, je ne sais pas si tu te souviens de ça, ça c'est plus inquiétant d'un point de vue américain, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, qui s'est fait traiter pour un cancer de la prostate sans que vraiment personne dans la chaîne de commandement ne sache où il était. Alors tu me diras, c'est pas exactement la même affaire, mais il a fallu vraiment lui tirer les vers du nez pour savoir d'abord qu'il était malade, qu'il avait été hospitalisé. Puis à un moment où les Américains ordonnaient des attaques missiles contre des installations outils, une opération assez sensible, Oui. le président cherchait à joindre son secrétaire de la Défense et il savait pas où il était. Lui avait désigné comme seconde dans la ligne de commandement une sous-secrétaire, je pense, au Pentagone, qui était en vacances dans les Caraïbes et qu'on n'arriva pas à joindre non plus. C'est juste pas normal et évidemment, tout ça est lié au fait que le responsable, l'homme qui normalement doit faire en sorte que les ordres du président sont mis en action, donc s'il y a une attaque, c'est lui qui coordonne l'attaque, était à l'hôpital et ne répondait plus aux appels. Donc, la réponse longue à ta question, c'est qu'on nous dit pas toujours la vérité quand il est question de la santé de ceux qui sont aux manettes. Ouais. Des nouvelles de Donald Trump, Stéphane, la Cour suprême Il est pas qui malade. va finalement... Non, lui, il a l'air en pleine forme. le plus en forme de toute l'histoire. La Cour suprême Ou certains diront qu'il est pencher... malade, mais c'est une autre affaire. Oui, le débat est ouvert. La Cour suprême va se pencher sur son immunité. Alors, dans les faits, la campagne électorale va se jouer, on l'a souligné quelquefois, davantage, je pense, en cours que sur les sentiers électoraux traditionnels. Il y a plein de choses. On pourrait se faire une chronique presque tous les jours là-dessus. Et c'est passionnant. Encore faut-il aimer ce genre d'histoire, mais il y a une série vraiment judiciaro-politique. On pourrait aller en Georgie, où la procureure du comté, et j'arriverai à la Cour suprême, je te rassure, on pourrait aller en Georgie où, en ce moment, c'est la procureure qui a instruit toute l'affaire contre Donald Trump, qui se retrouve presque au banc des accusés. Et on est en droit de penser qu'elle a menti sous serment au juge qui préside le procès où Trump et d'autres devaient faire face à des accusations. C'est extrêmement embêtant et le procureur spécial qu'elle a désigné, avec lequel elle a eu une aventure, qu'elle paie, aurait aussi, lui, menti sous serment au juge sur le début de leur relation. Alors on dira, est-ce que c'est important, encore une fois? Oui, parce qu'après ça, si on a fait la preuve qu'il mentait sur leur relation, on peut aussi faire la preuve sur le fait qu'elle le payait davantage, l'engageait davantage que nécessaire pour que ces émoluments, ces cachets, puissent ensuite être détournés vers Fani Willis, la procureure du comté. C'est une affaire, je le disais, passionnante. Je suis pas sûr que c'est le moment de rentrer dans tous les détails, mais c'est pour dire à quel point le sort électoral de Donald Trump est aussi lié beaucoup au système judiciaire. Alors, la Cour suprême, tu le disais, va se pencher en fait sur deux affaires. Déjà, elle avait accepté d'entendre si oui ou non il était inéligible parce que la Cour suprême d'un État, le Colorado, a déclaré que M. Trump ne pouvait pas être éligible parce qu'il avait violé le 14e amendement, article 3 de la Constitution, qui dit que les séditieux, ceux qui veulent engendrer la rébellion, ne sont pas qualifiés pour assumer le pouvoir. Alors, la Cour suprême doit se pencher là-dessus. À la lumière des premiers arguments oraux qui ont été faits, je pense que la Cour ne va pas donner raison à la Cour suprême du Colorado. D'ailleurs, Jack Smith, celui qui poursuit à Washington le président Trump ou l'ex-président Trump pour avoir kidnappé le processus électoral, disons ça comme ça, n'a jamais choisi, lui, de poursuivre Donald Trump pour des affaires de sédition ou d'encouragement à la rébellion. Très important. C'est le procureur fédéral le plus en pointe, celui qui a probablement le meilleur dentier, le plus à même de s'attaquer au mollet de Donald Trump. Ben celui-là, quand il a décidé de construire son dossier, il a pris tout son temps. C'est
top vedette du département de la justice, ils n'ont pas envoyé un 2 de pique. Lui a choisi justement de dire non, il n'est pas question de s'attaquer à ses propos séditieux ou au fait qu'il aurait encouragé la rébellion. Donc, en fonction de cet amendement, le 14e et article 3, parce qu'il pensait que ça se plaidait pas. Alors, je pense que la Cour suprême, quand elle va entendre les arguments présentés par la Cour suprême du Colorado, va dire là-dessus, on passe, ils trouveront un moyen, en tout cas, de faire en sorte que M. Trump ne soit pas empêché à court ou moyen terme de continuer sa campagne. L'argument central, je reviens à M. Smith, donc c'est de savoir s'il est oui ou non aujourd'hui protégé par une forme d'immunité comme le seraient tous les présidents. M. Trump dit je suis protégé par une immunité. Il n'est pas question que dans l'exercice de mes fonctions, parce que ce qu'on lui reproche, évidemment, c'est en janvier 2020, il n'est pas question que dans l'exercice de mes fonctions, on puisse me reprocher a posteriori d'avoir fait quelque chose qui serait illégal. Il y a un précédent, tu m'arrêtes si tu me suis pas, c'est le président Nixon qui avait été poursuivi par un ancien fonctionnaire, je pense, et la Cour, à ce moment-là, avait donné raison au président Nixon en disant c'est impossible de ne pas protéger une administration et un président pour toutes les décisions administratives et autres qu'il a prises. On ne peut pas les exposer à se faire poursuivre au civil. C'est une toute autre affaire quand on est poursuivi au criminel. Et dans le cas qui nous intéresse, Jack Smith, à Washington, poursuit le président au criminel pour avoir, en 2 mots encore une fois, je reviens là-dessus, kidnapper le processus électoral, c'est la meilleure expression que j'ai trouvée, avoir fait en sorte qu'il déraille le bon fonctionnement du processus et privant donc les Américains qui avaient voté pour Joe Biden de leurs droits, puisqu'ils s'apprêtaient à faire en sorte que il ne soit pas récompensé, ce droit. C'est ce que prétend le procureur Jack Smith. Et donc, il n'y a pas de procédure dans ce procès, tant et aussi longtemps qu'on ne saura pas si oui ou non il y a une immunité. Alors, il y a une première cour qui a dit non, il n'y a aucune immunité. Le président Trump n'a pas du tout à se soucier de ça. C'est clair qu'il n'est pas couvert. OK? La Cour suprême, hier, a dit on va étudier ça. Ouais. Fin novembre, ça implique peut-être une décision avant qu'ils partent en congé, parce que la Cour suprême, ça prend de longues vacances, c'est comme les enseignants, ça part à la fin juin puis ça revient au début octobre. Donc la Cour suprême, normalement, devrait rendre un jugement ou un avis sur cette affaire-là. Quoi qu'il arrive, mettons qu'ils disent, et c'est probable, le président Trump n'est pas couvert par une immunité. Ça veut donc dire que là, les procédures de ce procès, un des 4 à Washington, vont recommencer pour peut-être faire en sorte que le procès, lui, s'ouvre fin septembre, octobre, novembre, pile poil pendant les élections. Ben oui, avec le calendrier électoral. Ça sera juste pas rigolo. Là, essayons d'imaginer les électeurs de M. Trump qui vont dire, vous êtes en train d'essayer de faire en sorte que notre candidat ne puisse pas être élu. Vous voulez corrompre le processus démocratique. C'est un cauchemar. Hein? Ça sera pas rigolo. Sinon que je pense, moi, que M. Trump, encore une fois, va utiliser ça comme du carburant pour sa fusée électorale. C'est sûr. Plus ça aura l'air d'un règlement de compte, plus ça aura l'air injuste, plus M. Trump sera content d'arriver en cour et de crier très fort contre cette justice qui est instrumentalisée par le Parti démocrate et qui veut faire en sorte de le faire taire. Et il lancera la victime. Hey, dis-moi, Stéphane, tu as un nouvel épisode de Contact pour nous? Très important, on en parlait avec ton homonyme lundi, entretien avec Jean-François Caron, politologue, professeur au Kazakhstan, tu me diras que ça fait loin un peu, mais qui prétend, suite à une déconvenue à Ottawa, que la liberté d'enseignement et peut-être même la liberté d'expression serait plus grande dans un pays quasi totalitaire comme le Kazakhstan qu'elle ne l'est au Canada. C'est une proposition, j'en conviens, très provocante, qui est peut-être liée à ce qu'il a vécu, c'est-à-dire qu'il avait été invité à venir témoigner par le Comité permanent des affaires étrangères. Donc, on l'a appelé, on lui a dit, est-ce que vous voulez venir témoigner? Parce qu'on aimerait entendre votre opinion sur le cours des choses, sur comment nous menons notre politique étrangère. Et à 2 heures de ce témoignage, on lui a dit, sans explication, vous n'êtes plus sur la liste des témoins. Il avait fait 30 quelques heures de vol et était donc tout prêt. Pas d'explication, aucune excuse.
Il a finalement réussi à comprendre ce qui s'était passé. Pour la suite des choses, je suggère d'écouter Contact. C'est passionnant pour cette anecdote extraordinairement révélatrice et inquiétante, mais aussi pour toutes sortes de choses parce que c'est un passeur absolument intéressant. Merci beaucoup, Stéphane.